Bonjour tout le monde, ici Josée Durocher pour Humanoïde, le podcast. Cet épisode vous est généreusement présenté par H2H Stratégie. Le sujet du jour, être une femme sans enfant aujourd'hui. Humanoïde, ça commence maintenant. Bonsoir José, bonsoir Christian. Salut Luc, ça va bien? Allô à vous deux. Ça va bien, oui. Salut Christian. Et bienvenue aussi à notre auditoire qui ne cesse de grandir. On commence à avoir de plus en plus de monde qui nous écoute. C'est intéressant, c'est le fun, puis les sujets sont très bons aussi. Pas parce que c'est nous autres qui l'organisent, là, c'est nous autres qui posent des questions, mais disons qu'on a des bons sujets. Oui. À ce soir, on va parler d'avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est le rêve de plusieurs d'entre nous, en fait. Mais que ce soit par choix ou par circonstance, certaines femmes ont choisi de ne pas avoir d'enfants ou de tout simplement, ils ne sont pas capables d'en avoir. Ce soir, on va briser les tabous autour de ça, puis on va discuter sans jugement avec notre invité, comme on le fait depuis le début de notre podcast. Mais je vais laisser José vous présenter plus précisément notre invité. Mais auparavant, j'ai une petite citation qui m'a inspiré, je pense qui touche le sujet. C'est de Léonard de Vinci. Ça dit « Rien ne nous trompe autant que notre jugement ». C'est pas n'importe qui, Léonard de Vinci. Alors, c'est peut-être cette citation qui lui a fait voir les choses autrement, qui l'a rendu aussi créatif pour créer plein de bébelles, plein de choses, plein d'inventions. Toi, Christian, est-ce que tu as quelque chose que tu peux nous raconter? J'ai une phrase que j'avais notée il y a plusieurs années. Je n'avais pas d'enfant encore. Puis, écoute, je pense que c'est vraiment la bonne soirée pour parler de cette phrase-là. C'est « Une vie sans enfant n'est pas un manque, c'est un chemin différent, enrichi par d'autres formes d'amour, de liberté et de sens. » Très beau, très profond. Oui, je pense que ça dit tout. C'est direct dans le sujet de ce soir. Oui. Merci, Christian. Ça fait plaisir. Et toi, José? Moi, j'arrive avec une réflexion que j'ai eue suite à l'annonce du sujet du jour. J'ai pensé, en fait, je me suis remémoré quand j'étais jeune, plus jeune, et que je rêvais d'avoir des enfants, que j'en ai eu dans les faits, j'en ai eu 2. Et non sans complications, ça a été difficile pour moi, les grossesses. Mais suite à ça, j'ai perdu un petit bébé. Ben moi, je dis que c'était un petit bébé, là, parce qu'il était pas très, très vieux dans mon ventre, ou vieille, mais c'est ça me causait une énorme détresse, un grand stress, une grande, grande peine. Puis j'ai eu une pensée, quand j'ai eu cette réflexion-là, à toutes les femmes qui veulent concevoir et qui ne sont pas capables, à toutes celles qui veulent avoir des enfants de façon naturelle et qui sont incapables de le faire par circonstance ou par choix peut-être. Des fois, il y a peut-être des moments de regret, je ne sais pas. Mon cœur bat pour elles ce soir, puis c'est vraiment comme Luc l'a dit au tout début de l'introduction, là, que c'est sans jugement qu'on vous fait une place ce soir parce qu'on pense à vous. Et qui de mieux pour parler des femmes sans enfants que Catherine Emmanuel Delisle, qui, par son expérience professionnelle et personnelle, peut nous inspirer énormément. Bonjour, Catherine Emmanuel. Tu vas bien? Allô? Bonsoir. Oui, ça va bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être là. Oui, merci. Oui, très apprécié.
Dis-moi, Catherine Merci. Emmanuel, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Moi, c'est mon rôle dans le podcast de lancer les dés avec la première question. Dis-moi, toi, tu n'as pas eu d'enfant par circonstance ou par choix. Ça a été quoi ton cheminement là-dedans? Comment tu l'as vécu? Ben moi, je suis une femme sans enfant par circonstance, donc j'ai toujours voulu des enfants. Pour moi, c'était clair que j'allais en avoir. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai appris à 14 ans que je pourrais jamais avoir d'enfant. Donc, Oh. moi, j'ai appris que je vivais une ménopause précoce avant même ma puberté. Ah oui, ça se peut, Ouais, ça? donc j'avais pas de menstruation. Je suis allée consulter et après une batterie test, on m'a dit qu'en fait, j'étais née pas d'ovule. Et à ce moment-là, en fait, j'ai appris avec ma mère que je pourrais jamais avoir d'enfant biologiquement. Puis pour moi, ça a été un choc abyssal, immense. Puis je me rappelle, on est revenus les deux en voiture de ce rendez-vous-là, on pleurait en silence. Puis à partir de ce moment-là, ça a pris des années avant qu'on en reparle. Oh, Parce qu'en fait, ouais, parce que mes parents ne voulaient pas déclencher ma souffrance. Ils ont décidé de ne pas en parler. Comme un peu de faire comme si ça n'existait pas, mais par peur de me déclencher. Puis en fait, moi, ça m'a amené à ne pas avoir d'endroit pour parler de ce que ça me faisait vivre. Parce qu'avec les filles de mon âge, ben, j'étais comme un alien dans le sens que moi, je ne vivais pas ma puberté. J'étais complètement décalée. Fait que la première fois que j'en ai parlé à une amie, je devais avoir 16 ans à peu près. pauvre toi, t'es resté 2 ans avec ça pour toi, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai comme fait tu sais, quand on est gay, à un moment donné, on fait un coming out, mais là, moi, j'ai fait un genre de coming out d'infertilité. De genre, je pourrais jamais avoir d'enfant naturellement. Puis, sans le savoir, c'était le début de mon processus de deuil. De la maternité. Donc, moi, quand j'ai eu le diagnostic, tout de suite, ça a été clair dans ma tête, j'aurai pas d'enfant. Parce que moi, en fait, je voulais porter un enfant dans mon ventre, puis je voulais qu'il soit de moi avec mes gènes, là, puis les gènes de mon futur chum. Fait que pour moi, l'adoption, on se fait tout le temps poser cette question-là quand on ne peut pas avoir d'enfant. T'as-tu pensé à l'adoption? T'as-tu pensé au traitement de fertilité? Puis moi, ça a été instinctif. Pour moi, c'était non. C'était moi, mon chemin. Je ne sais pas si je le sentais. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. C'est venu très rapidement. Moi, mon chemin, ça va être de faire le deuil sans, en fait, savoir tout ce qui m'attendait, évidemment. Hein. Parce que le deuil de la maternité, c'est le deuil, je crois que c'est le plus grand deuil qu'une femme puisse vivre. Premièrement, et c'est aussi à la fois le plus méconnu du grand public. C'est une longue réponse à ta première question. Non, mais c'est une belle réponse. Une belle réponse. Oui. Très complète. Est-ce que le fait que tu ne pouvais pas avoir d'enfant naturellement, est-ce que tu t'es dit c'est mon destin puis j'en aurai pas? Ou oui, je me suis dit ça, mais sans comprendre tout ce que ça me demanderait de faire pour être en paix avec ça. Okay. Parce qu'après ça, moi, il ne faut pas oublier que moi, je suis une enseignante de formation. J'ai toujours adoré les enfants. Puis j'ai fait un bac en enseignement de l'art dramatique et j'ai commencé ma carrière dans les écoles primaires. Et là, en même temps que je commençais à travailler, ben exactement. Il ne peut pas y avoir une pire place pour vivre un deuil de la maternité, à mon avis, là, que dans une école primaire. Fait que moi, toute ma trentaine, j'étais les 2 pieds dans les déclencheurs.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les femmes sans enfants par circonstance, les déclencheurs de souffrance sont partout autour d'elles, dans toutes les sphères de leur vie. Dans la vie intime, avec les amis, dans la famille, puis moi, au travail, c'était particulièrement intense parce que j'étais exposée aux parents, j'étais exposée aux enfants, j'étais exposée à mes collègues qui, pour la plupart, étaient des mères aussi. Donc, c'est dans ce contexte que j'ai évolué jusqu'à l'âge de 35 ans. Là, j'ai fini par... À 35 ans, j'étais comme prête à imploser. J'étais là, j'étais rongée, en fait, par ce deuil-là. Et c'est devenu très... Ouais, c'est devenu très urgent pour moi de trouver un espace et pour en parler, mais surtout de trouver des femmes comme moi, parce que je me sentais comme une extraterrestre. Et j'ai trouvé un groupe de soutien en ligne, à l'époque en Californie. Imaginez, en anglais. Et j'ai été pendant 6 mois dans ce groupe-là. Puis quand ça s'est terminé, je me suis dit, aïe, je peux pas croire que je vais me retrouver encore seule à porter ça comme une espèce de honte, hein? Parce que la honte, ça vient avec ce deuil-là, la honte de ne pas être une femme comme les autres, la honte de ne pas pouvoir s'accomplir dans quelque chose qui est supposé aller de soi, dans le sens être possible biologiquement. On ne se pose pas la question. Quand on est femme, c'est pas toutes les femmes qui veulent avoir des enfants, mais quand on est femme, on se dit, ah, ben moi, j'ai cette capacité. Option-là. Oui, mes capacités physiques, mon corps, il permet ça. Mais là, ça m'était cruellement enlevé. Puis c'est ça. Donc, quand le groupe s'est terminé, je me suis dit, je peux pas croire que je vais me retrouver toute seule encore à vivre ça. Il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que tu as senti que le jugement des autres a eu une très, très grande influence sur toutes ces éditions-là? Parce que tu sais, tu dis, on le vit, on a de la difficulté, les gens autour de nous autres, tout ça, mais tu sais, les gens devaient te poser la question pourquoi? Puis, puis on te demandait sûrement pourquoi tu n'adoptes pas, mais tu avais fait un choix, là. Puis, à un moment donné, tu devais être un peu comme tanné d'avoir à répondre à tout le monde tout le temps de ces questions-là, puis apporter le jugement le jugement que les autres portaient sur toi. En fait, je pense que ce jugement-là dont tu parles, Luc, c'est plus les femmes sans enfants par choix qui le vivent. Moi, c'était plus de la pitié que je recevais, que j'avais l'impression de recevoir. C'est ça là, que je recevais, de un. Puis de deux, ben comment ça, tu veux pas essayer d'autres manières de te conformer puis d'être une mère comme nous autres? Tu comprends? Ouais. Et ces questions-là, l'affaire, c'est que c'est super intrusif et que c'est des questions qu'on devrait peut-être pas poser aux femmes. C'est très personnel les raisons pour lesquelles on n'a pas d'enfants. Puis c'est comme si on ne sait pas, les gens ne réalisent pas dans quoi ils mettent les pieds, dans quoi ils s'avancent. Puis c'est une question très sensible et très intime. Donc, moi, j'ai plus souffert de l'intrusion que du jugement. C'est vrai, c'est intrusif. Oui, et j'ai souffert aussi du fait que les gens me proposaient des solutions. Alors que moi, ce que j'avais besoin, c'était d'empathie et d'écoute. C'est ça, moi, que j'ai trouvé dur. Oui. Quand tu rencontres un homme, puis que tu sais que tu ne peux pas avoir d'enfant, puis que tu n'iras pas ailleurs pour en chercher, comment c'est reçu, ça? Ta question est super intéressante parce que quand je rencontre un homme puis j'ai 35 ans, c'est pas la même chose que quand je rencontre un homme, j'ai presque 50 ans. Quand je rencontre un homme et j'ai 35 ans, je me dis « Oh non, il va
il va finir par me poser la question. Il va falloir que je réponde à ça. Puis tout d'un coup, qui s'en va si je dis que je suis infertile, que je ne peux pas avoir d'enfant. Fait qu'à 35 ans, ben, je dis 35 ans, mais dans la trentaine, j'ai peur de perdre. J'ai peur d'être rejetée. Ça? Ben oui, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de ne pas être choisie. Ça affecte mon estime de moi en tant que femme. Mais maintenant, ça c'est dans la trentaine, mais maintenant, à l'aube de mes 50 ans, je ne suis pas du tout en même place. Ah, puis je veux revenir, un détail que j'oublie, parce qu'à 35 ans, je rêve de rencontrer un homme qui a des enfants déjà. Comme ça, je vais pouvoir vivre cette expérience un peu par procuration. Et ça, je ne pensais jamais que ça arriverait, mais avec le temps, là, je suis rendue presque à 50 ans. Je suis toujours célibataire, mais mon souhait maintenant, bien, premièrement, j'ai plus peur de me faire abandonner ou de ne pas être choisie ou de... C'est plus du tout là. Ben oui. Et surtout, je préférerais rencontrer un homme qui n'a pas d'enfant pour être capable de vivre notre vie librement, sans les contraintes de ce que ça amène d'avoir à gérer des enfants, une belle famille, etc. Fait que ça montre vraiment comment le deuil, ça fait évoluer le travail de deuil. Puis, tu sais, j'accompagne maintenant les femmes sans enfants en thérapie, puis encore aujourd'hui, je me suis fait demander, mais on guérit-tu de ça, ce deuil-là? Ça finit-tu par arrêter de faire mal? Bien, ma réponse est toujours la même. Plus tu en parles, plus tu trouves un espace pour exister avec ça, plus tu reçois de sensibilité, d'écoute, d'accueil, plus ça va se transformer et avec le temps, ça va faire de moins en moins mal. Mais est-ce que ça t'arrive, Catherine Emmanuel, que tu aies des rebonds de souffrance à cause de ça? Bien, c'est justement ce que j'allais dire. Ça ne veut pas dire que ça ne fait plus jamais mal, mais je sais que quand on souffre, on voudrait que ça arrête, puis on ne voudrait plus jamais souffrir. Mais j'ai encore à certains moments des déclencheurs, des trucs qui viennent me toucher dans cette zone que Colette Portelance appelle la zone sensible. Donc, ça demeure une zone sensible, mais qui s'est apaisée avec le temps et qui est de moins en moins déclenchée parce que je me suis occupée de ma souffrance. Puis, je lui ai accordé une importance. Et d'ailleurs, c'est le cœur de mon travail, c'est ça, c'est donner de l'importance aux femmes sans enfants, d'ailleurs, par l'entremise des médias. Donc, d'être ici avec vous aujourd'hui, c'est plein de sens pour moi parce que c'est important de contribuer à rendre le vécu de ces femmes, premièrement, mieux compris, parce que quand on comprend, on est capable d'être plus empathique. Oui. Parce qu'on saisit, on comprend avec notre raison. Là, ça se met à avoir un certain sens, puis on est capable de laisser ça descendre dans le cœur, puis se laisser toucher par l'expérience de l'autre. Moi, j'ai une question. Vas-y, Christian, j'ai quelque chose aussi que j'aimerais te demander après. J'ai une question un petit peu touchée à te poser. Il y a des hommes qui sont sans enfants aussi. Mm-hmm. Est-ce que les deux se comparent ou c'est deux mondes différents, selon toi? En termes d'expérience de deuil? Oui. Ben, premièrement, les hommes s'en font parler beaucoup moins. On ramène beaucoup les femmes, on souligne beaucoup leurs valeurs, on les ramène beaucoup au rôle de mère. Et les hommes, on les ramène beaucoup moins à leur rôle de père. Tu sais, c'est une femme qui n'a pas d'enfant, c'est encore considéré un peu comme t'as manqué quelque chose ou t'es suspecte. Un homme, il vit sa vie, il est libre. Donc, il y a comme un jugement qui est davantage porté sur les femmes. Et les deux ne le vivent pas de la même façon.
C'est-à-dire que les femmes en parlent plus facilement entre elles. Les hommes en parlent beaucoup plus difficilement entre eux. Et ce que la recherche dit, c'est que les hommes sans enfants auraient besoin d'un prétexte pour arriver à parler de ces choses-là, de cette thématique-là. Par exemple, on se retrouve autour d'un match de poule, on parle de tout et de rien, puis quand le climat de confiance est établi, là, on peut s'ouvrir davantage sur qu'est-ce que ça nous fait vivre d'être un homme sans enfant. Donc, c'est pas aussi facile d'accéder au vécu des hommes sur ces questions-là qu'au vécu des femmes. Puis il y a aussi moins d'espace pour les hommes sans enfants. Il y en a beaucoup moins que pour les femmes sans enfants. Merci d'avoir répondu. Tu avais une question? Oui, c'est ça. Toi, en fait, au début, c'était pas un choix, c'était une circonstance qui a fait que tu n'aurais pas d'enfant, puis tu l'as assumé, mais après ça, tu as fait le choix de ne pas en avoir. Et là, c'est devenu un choix qui était assumé. C'était plus comme une imposition que tu avais de la vie en général, mais c'était vraiment un choix. Est-ce que tu as senti qu'à partir du moment où tu as choisi, tu l'as dit, tu ne regardais même pas pour trouver un homme qui avait déjà des enfants, même que tu aimerais mieux avoir un homme sans enfants. Est-ce que à partir du moment où tu as fait ce choix-là, puis que tu as senti que tu l'assumais à 100%, est-ce que tu as senti que les gens te jugeaient moins? Ah, c'est une bonne question, Sylvie. Oui, mais non, mais en fait, je reviens à ce que je disais tantôt. Moi, je n'ai pas senti de jugement. C'était vraiment davantage de la pitié ou de l'apitoiement que je sentais de la part des gens. C'est pas vraiment du jugement que j'ai ressenti. OK. Mais à ce moment-là, y avait-tu moins de pitié ou moins d'apitoiement ou les gens étaient moins, t'en parlais moins aussi? Non, parce que ça se passait à l'intérieur de moi, ces choix-là. C'est pas des choix visibles, c'est pas des choix. Oui, ultimement, ça a un impact externe, mais c'est un cheminement qui s'est vraiment fait à l'intérieur de moi. Et sur du long terme. Et sur du long terme. Ah oui, sur des années, exactement, José. Oui. Parce que pour passer de je veux rencontrer un homme qui a des enfants à je veux rencontrer un homme qui n'en a pas. Il y en avait. pas le switch comme ça, là. Non, puis il y en a eu des un long cheminement. puis des discussions, puis des doutes, puis des allers-retours. Puis c'est un processus, dans mon cas, qui était particulièrement long. Et je pense que c'est compliqué parce que je l'ai su tellement jeune. C'est vraiment assez exceptionnel, là, comme. Oui, c'est la première fois que j'entendais ça. Oui. Christian, tu avais une question? Oui, bien, j'allais dire, veux pas, je pense qu'il y a une pression sociale sur les femmes. Oui. En général. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que les femmes s'en mettent une, elles aussi, sur les épaules? Le fait de ne pas avoir un enfant? Okay. Ah ben oui, c'est qu'on se juge, je vais pas parler au on, là, je vais parler de moi, mais je pense que ça va résonner avec les femmes qui nous écoutent, mais quand on n'arrive pas à procréer, on se juge comme étant inférieure ou défectueuse comme femme. Ça devrait aller de soi, être capable de faire un enfant. Alors, quand on n'est pas capable de faire ça, ben on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne suis même pas capable de faire ce que toutes les femmes sont capables de faire biologiquement. Fait que ça affecte beaucoup l'estime de soi. Et ça remet beaucoup en question la place qu'on occupe dans le monde. Est-ce que je vais être reconnue comme femme si je n'ai pas d'enfant? Est-ce que je vais être reconnue comme tu comprends, comme une femme valable, valide,
Tu sais, quand on entend, moi j'entends ça souvent dans les entrevues. Ah, j'aime mon travail, mais mon plus grand accomplissement, c'est d'être mère. Mais nous, là, qu'est-ce qu'on fait quand on entend ça? Puis on ne l'entend pas juste une fois de temps en temps, là. C'est récurrent, ce discours-là. Fait que, tu vois, il y a vraiment quelque chose dans la société qui place ce rôle-là au sommet de tous les rôles qu'une femme peut jouer. Fait que quand on entend toujours ce discours-là, on finit par se dire, ben ça doit être vrai, que j'ai moins de valeur, puis que je ne suis pas une vraie femme, puis que je ne suis peut-être pas complètement accomplie. C'est ça qui est pernicieux, et c'est pour ça que je pense que c'est si important d'entendre les histoires des femmes sans enfants, justement, pour qu'elles aient des modèles à qui s'identifier. Toi, Catherine Emmanuel, est-ce que tu as des trucs à leur donner? J'ai pas compris parce qu'il y a deux questions en même temps. Vas-y. Je vais y aller. Est-ce que tu as des trucs, des choses à dire aux femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants? Parce que tu es en relation d'aide, tu es thérapeute, donc tu donnes-tu des trucs aux gens ou comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne quand j'accompagne les gens? Oui, c'est ça. Est-ce que tu leur donnes des trucs ou tu es plus en mode écoute et puis. Ben moi, je travaille avec l'approche non directive créatrice. Donc, ça le dit, je suis pas dans la directivité. Donc, l'approche que j'utilise, c'est vraiment, premièrement, une approche basée sur créer le lien entre l'aider et l'aidant. Et à travers ce lien de confiance, la personne se livre et s'ouvre, partage son vécu. Puis moi, mon rôle, c'est d'éclairer les coins sombres pour arriver à montrer aux personnes comment elles souffrent, comment elles s'entretiennent dans cette souffrance-là, puis comment elles se défendent de la souffrance. Et plutôt que de se défendre de leur souffrance, trouver des mécanismes de protection pour s'occuper de sa souffrance plutôt que s'en défendre. Fait que moi, c'est vraiment, c'est le cœur de mon travail. Ça, c'est, je dirais, une partie de mon travail. Mon chapeau de TRA, thérapeute en relation d'aide, mais mon autre chapeau, c'est celui de la blogueuse qui écrit là-dessus, qui a fait une cinquantaine d'entrevues à travers les années avec des femmes sans enfants, des hommes sans enfants, des autrices. Ça, c'est mon autre chapeau d'experte qui parle qui est capable de parler de l'intérieur de son expérience, qui s'est connecté avec ça, puis qui a étudié, en fait, qui s'est intéressé à cette expérience à travers des échanges humains avec d'autres humains qui l'ont vécu. Fait que moi, quand j'accompagne avec ces deux chapeaux-là. Le chapeau de la TRA, et puis il y en a même un troisième, le chapeau de la fille qui l'a vécu, ce deuil-là. Oui. En plus. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Parce que c'est le savoir expérientiel. Je me suis mis les deux pieds dedans. Ça a été dur, mais je suis passée à travers, puis je suis capable de t'aider à passer à travers. Puis le troisième chapeau, ben, c'est toute la connaissance en lien avec ce que ça fait de vivre un deuil de la maternité. Dis-moi, Catherine Emmanuel, je vais y aller, Luc. Si on revient en arrière un petit peu, quand tu allais dans les groupes en Californie, c'est ça? Qu'est-ce que tu as appris de plus puissant dans ces groupes-là que tu transmets aujourd'hui aux femmes sans enfants? Hey, c'est vraiment une bonne question. Ben, je pense que la clé pour aller mieux, c'est ça va peut-être être cliché, là, mais c'est premièrement de sortir de l'isolement,
d'arrêter de penser qu'on est seul. Arrêtez de penser que vous êtes seul à vivre cette expérience-là. Ça, c'est universel. Quand on souffre, on a l'impression qu'on est seul au monde. Alors, ça, c'est la première chose. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à vivre ça. C'est une réalité qui touche des millions de femmes dans le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour éviter que votre souffrance se fossilise, alors, c'est-à-dire qu'elle n'évolue pas, il faut absolument que vous trouviez un moyen d'en parler. En thérapie individuelle, dans un groupe, comme les groupes qu'on va lancer. On a des groupes de soutien. Ça fait maintenant 1 an que j'ai créé des groupes de soutien pour les femmes sans enfants. Donc, ça, c'est la clé de trouver un safe space pour en parler, parce que quand on en parle, c'est là que ça se transforme, puis qu'on évite que ça se fossilise, puis que ça devienne, que ça soit refoulé, en fait, puis que la souffrance devienne inopérante et résiste à la transformation. Super. Tu sais, j'ai une amie qui travaille avec le deuil, puis elle dit souvent, il faut user son histoire, la faire entendre le plus possible pour s'en sortir. Ouais. Ben oui, c'est ça, drôle, hein? tu dis ça, là, puis moi, je parle beaucoup en images. Les images, pour moi, c'est très évocateur. Puis on dirait que j'ai comme image du disque qui tourne sur une platine. Oui. Oui, il faut user son histoire, mais j'ajouterais, tant que tu n'as pas trouvé la bonne personne pour l'entendre, cette histoire-là, puis l'accueillir, là, si tu ne l'as pas trouvée, continue à la chercher, parce que c'est sûr qu'elle existe quelque part, cette personne-là, qui peut t'entendre, qui peut t'accueillir dans ce que tu vis. Normaliser. Sans minimiser ce que tu vis. Oui, c'est ça. C'est que cherche quelqu'un qui est vraiment capable d'accueillir ton histoire sans minimiser, sans banaliser, puis en reconnaissant l'ampleur que ça a eu dans ta vie. C'est ça. Quelle que soit ta souffrance, que tu sois une femme sans enfant, quelle que soit ta souffrance, cherche cette personne avec qui tu vas avoir cet accueil dans le non-jugement, dans le respect. Ça, c'est vraiment une clé super importante. Oui. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est Parmi les vraiment femmes. inspirant. Merci. Oui. Ben, c'est un sujet qui me passionne. Oui, Oui, ça paraît. ouais, ça paraît. Ça paraît. Parmi les femmes que tu rencontres, c'est quoi, c'est quoi le déclencheur pour qu'ils décident d'aller te voir, puis de prendre une relation, de prendre une thérapie avec toi ou avec un autre thérapeute? Bien, ta question est intéressante. C'est quoi le déclencheur? Bien, souvent, c'est un déclencheur qui les mène. Alors, un événement, souvent, ça se passe, bien, ça peut se passer au travail, quelqu'un qui a fait une remarque. Le travail, c'est un endroit où les femmes sans enfants souffrent beaucoup, ont de la difficulté à exister avec ce deuil-là. Donc, ça peut être un déclencheur au travail, ça peut être... la famille aussi est un endroit particulièrement souffrant pour les femmes sans enfants, particulièrement si elles ont des sœurs ou des frères qui ont des enfants. Donc, des fois, c'est dans les relations avec la famille qu'elles vivent une souffrance particulière. Puis finalement, ben, il y a toute la sphère conjugale et ou la sphère amicale où ça peut être pas évident pour les femmes de naviguer au cœur de leur deuil, puis surtout de se sentir comprise puis écoutée.
Donc, c'est difficile de te dire qu'il y a un endroit où ça ressort le plus, tu sais. Mais ce que je te dirais, c'est qu'elles vivent, quand elles se rendent compte qu'elles vivent une trop grande souffrance en relation, puis qu'elles se sentent fondamentalement incomprises par leur entourage, qu'elles n'arrivent pas à trouver de prise ou de personne dans leur entourage qui les comprend, là, elles cherchent à l'extérieur de leur réseau. Elles cherchent quelqu'un qui va comprendre avec acuité c'est quoi cette bébite-là, c'est quoi cette expérience-là d'être une femme sans enfant par circonstance, puis ça veut dire de ne pas l'avoir choisi. OK. Parmi les raisons que parce que les femmes, d'abord, ils prennent la décision de ne pas avoir d'enfants, mais souvent, c'est pas une décision juste de la femme, c'est une décision de couple. Est-ce que ça arrive que tu vois des femmes qui disent j'ai pas d'enfant parce que mon mari en veut pas ou mon chum en veut pas? Oui. Ben oui, je pense, quand tu me poses cette question-là, je pense à des femmes qui sont en couple avec des hommes qui en ont déjà. Donc, ça, c'est des circonstances qui peuvent être très, très, très difficiles à naviguer pour les femmes parce que, ben, elles doivent s'insérer dans une dynamique familiale déjà créée avant qu'elles arrivent dans le portrait. Et là, souvent, l'homme, ben, lui, il a déjà créé sa famille, il a déjà eu ses enfants, puis il ne souhaite pas vivre cette expérience de nouveau. Donc, ça peut faire vivre toutes sortes de choses à la femme qui s'intègre dans cette famille-là, dont, je pense à la jalousie, de l'envie, voire même de la non-importance. Donc ça peut vraiment, ça peut créer des dissonances dans le couple. Mais il y a aussi des hommes qui n'ont pas d'enfants du tout, puis qui se lancent, mettons, dans un processus de fertilité. Puis là, après un certain temps, ben, l'homme dit, ben écoute, moi, je ne suis plus capable de vivre ça. Moi, j'arrêterais. Puis la femme, elle, continuerait. Fait que oui, il peut y avoir toutes sortes de décalages entre le vécu de l'homme et de la femme, dépendamment de leur personnalité, puis de l'expérience qu'ils font de tout ça. Donc oui, c'est vraiment, ça amène vraiment des dynamiques complexes. Oui, hein? Puis les raisons principales qui font que les femmes choisissent de ne pas avoir d'enfants, j'ai une amie, elle dit je ne veux pas mettre au monde un enfant dans le monde qu'on vit. C'est son raisonnement, c'est correct, je le respecte. Mais sinon, c'est quoi les raisons? Qu'est-ce qui fait que les femmes ne veulent pas avoir d'enfants? Il y a toutes sortes de raisons. Il peut y avoir des raisons médicales. Donc, une incapacité, une maladie génétique, une peur de transmettre cette maladie-là à son enfant, à son fœtus. Il peut y avoir, ben en fait, pas il peut, je connais des femmes qui ont grandi dans des familles toxiques, avec des parents qui étaient inadéquats, narcissiques, auprès desquels ils ont vécu de la violence. Puis, ces femmes ne sentent pas qu'elles ont les outils nécessairement pour élever des enfants. Il peut y en avoir aussi qui ont peur de recréer ce genre de climat toxique. Il y a l'absence de conjoint. Donc, ça s'appelle l'infertilité sociale. Pour plein de femmes, c'est difficile de rencontrer des hommes. Donc, il y a des femmes qui peuvent en vouloir désespérément, mais qui n'arrivent jamais à rencontrer le bon partenaire, puis qui ne se voient pas avoir des enfants seuls. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit de faire aux femmes. Ah, bien, pourquoi tu n'as pas un enfant seul? Mais attends, justement, ne pas avoir de réseau, ça peut être une raison pour ne pas avoir d'enfants. Tu es toute seule à Montréal, ta famille habite loin en région, tu n'as pas de conjoint, tu ne te vois pas avoir des enfants seuls.
ça aussi, ça peut être une autre raison. Donc, c'est beaucoup, ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est beaucoup plus complexe et nuancé qu'on pense. Cette question-là, il faut vraiment faire attention quand on la pose parce que c'est comme ouvrir une boîte de Pandore. On ne sait pas exactement quel est le vécu des gens. Puis, ça peut être une question très, très sensible pour beaucoup. Définitivement, c'est clair. Oui, c'est ça. Oh oui, parce que moi, j'ai eu ma fille, j'avais 43 quand elle est née. Ah oui. Fait que, tu sais, c'est jusqu'à 40 ans, là, même 41, là, avant que ma conjointe soit enceinte, là, me faisait souvent poser la question. Puis, Baudouin, quand est-ce qu'on va avoir des enfants? Ben, Puis ça te faisait quoi? C'est sûr que j'en voulais, tu sais. Fait que c'est comme, on essaye, tu sais, mais ça marche pas. Puis là, on est dans un processus. Puis, tu sais, fait que là, tu essaies d'expliquer, tu sais, mais les gens étaient comme, ah, ouais, mais tu sais, t'as-tu pensé à l'adoption? Tu sais, un peu la même chose, là, tu sais. Puis, puis là, à 43 ans, j'en ai eu une. Là, maintenant, la question, c'est pourquoi t'en as eu juste une? Ah oui, ça, j'ai entendu ça aussi. Ah oui, j'ai des femmes qui m'ont écrit, ah, moi, je vis ça, là, je me fais talonner. Pourquoi t'en as juste un? Pourquoi t'en as juste une? C'est comme, à un moment donné, lâchez-nous les baskets. Je fais ce que je veux de ma vie. Et oui. ça regarde personne, mais tu vois que c'est un sujet qui intéresse, qui intrigue les gens. Et dès que tu es en dehors des normes, ben, ça pique la curiosité. Et c'est pas toujours. C'est souvent intrusif, là, les questions qu'on nous pose sur un sujet qui est extrêmement privé et personnel. C'est ça, il n'y a pas de. L'intimité n'a pas sa place. Puis les gens, souvent, sont plus portés à regarder ce qui se passe dans la vie des autres que dans leur propre vie et à émettre des opinions comme s'ils avaient la vérité infuse, puis c'est pas le cas, là, tu sais. Ben non, c'est une perspective qu'ils ont. Ils parlent à partir de leur perspective, de l'importance de s'ouvrir au vécu de l'autre pour essayer de mieux le comprendre puis avoir de l'empathie. Je pense que c'est tout ce que les humains souhaitent, quelle que soit leur expérience traumatique, X, Y. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous comprenne. Puis on ne veut pas être jugé, puis on veut être accepté, puis on veut appartenir. Oui. Ça, c'est intéressant d'ailleurs en disant ce mot-là. C'est un défi de ne pas appartenir à une famille qu'on crée soi-même. C'est un gros deuil, ça, d'appartenance. Oui. Et comme on ne peut pas se rallier aux mères, parce qu'on n'en est pas une, on ne fait pas partie de cette tribu des mères. Alors, on fait partie de quel groupe, de quelle tribu? C'est ça, ton besoin d'appartenance, comme dans la pyramide de Maslow, là, il faut que tu le trouves en quelque part, là, comment le combler. Là. Oui, ben oui. C'est pour ça que j'ai créé mon site, puis justement pour que je sais qu'on ne se définit pas parce qu'on n'a pas, mais c'est quand même déterminant là, dans une vie de dire j'ai pas eu d'enfant. Alors, tout ce capital de temps et d'énergie, on le consacre à autre chose. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est autre chose. C'est comme sur une autre voie ferrée, là, un autre parcours, un autre chemin parallèle. J'allais dire une autre traque, là, mais c'est ça. Alors, à qui on appartient, à qui on peut s'identifier. Quand c'est super tabou de parler de ces femmes-là, c'est difficile de... Il y a une autre chose aussi, je pense, qu'on n'a pas parlé, c'est qui a besoin de nous? L'enfant a besoin de nous? Ben oui, qui a besoin de nous? Quelle question intéressante, parce que
Oui, on peut s'amener soi-même à se poser cette question et quand on se pose cette question, on dirait que ça sonne j'ai moins de valeur parce qu'il C'est n'y ça, a je suis pas personne qui importante. compte C'est ça. sur moi, mais alors que il y a plein de gens qui comptent sur moi et ça n'a pas nécessairement à passer par mon ventre. Je veux C'est ça. dire, Mhm. mes chats comptent sur moi, mes amis comptent sur moi, mes plantes comptent sur moi, mes parents âgés comptent sur moi. Je veux dire, on peut s'épanouir de plein d'autres façons. En fait, les humains, on est là pour être en relation. Alors, qui a dit qu'on devait être absolument en relation avec un bébé qui sort de notre ventre? C'est ça. Le but de la vie, c'est d'être en relation. On peut être en relation avec la nature. On peut être en relation avec des gens qu'on aide, moi, mes clients. Mais toi, L'objectif, là, Catherine Emmanuel, là, à part t'épanouir dans ton travail, tout ça, tu t'épanouis où? ben moi, je m'épanouis dans mes relations. C'est comme ça que je m'épanouis, que ce soit avec, comme je dis, avec mes animaux, mes amis, ma famille, j'ai nommé mes clients, ça touche à mon travail, mais c'est toute ma relation avec la nature. La nature, pour moi, c'est super important dans ma vie, là. Moi, c'est là que je puise mon énergie pour être capable d'aider. Pour moi, la relation à la nature, c'est une vraie relation, là. Et c'est une relation signifiante dans ma vie. Je fais partie, j'appartiens à la nature. J'ai ma place dans la nature. Tout le monde a sa place dans la nature, quelle que soit son expérience de vie. S'il y a bien une place où we belong, c'est bien dans le bois. Je veux dire, la nature accepte tout le monde. Quelle que soit ta couleur, la forme de ton corps, ta langue, tu peux être toi. Fait que ça aussi, je le porte vraiment. C'est pas vrai qu'on peut pas appartenir les femmes sans enfants, mais c'est vrai par contre que ça nous demande un effort particulier pour arriver à redonner du sens à cette vie qu'on a la chance de vivre. Mais c'est à nous d'arriver à lui redonner du sens sur un chemin qu'on n'avait vraiment pas prévu emprunter. Mhm. Fait que ça demande d'accepter d'être sur un autre chemin, parfois de force, puis de retrouver le courage de commencer à marcher puis d'avancer. C'est sûr. Alors oui, appartenir, c'est central dans le deuil de la maternité. Trouver avec qui on va cultiver ce sentiment d'appartenance, c'est vraiment super important, là. Oui. Ouais. Tantôt, tu parlais des gens qui comptent sur toi. Mais toi, personnellement, est-ce que tu appréhendes de vieillir sans enfant? Est-ce que c'est quelle belle question. Honnêtement, moi, j'appréhende pas en ce moment de vieillir sans enfant parce que j'ai beaucoup travaillé et je travaille encore à construire mon réseau. Okay. Les gens, les femmes, les hommes sans enfants, c'est très important pour nous de travailler à construire notre réseau pendant qu'on est en santé, en forme, qu'on a toutes nos capacités cognitives. C'est super important. Notre réseau, c'est notre famille choisie. C'est vrai. Bien sûr, dans mon réseau, il y a ma soeur, il y a mes parents, mais mes parents sont âgés, là, ils ont 83 ans.
Qui bientôt, malheureusement, ils ne seront plus de ce monde. Oui. Donc, c'est très important de travailler à créer sa famille, de décider qui on met dans sa famille, qui est dans sa famille choisie, puis de se construire un réseau. Là, on est dans le meilleur des mondes, là, mais de personnes d'âge diversifiés. C'est-à-dire pas seulement des gens de notre âge, mais des gens plus jeunes que nous, de différentes professions, avec différentes compétences. Mais c'est clair que tout ça, ça demande beaucoup de temps, là, puis d'investissement, mais c'est vraiment super important parce que le problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas de filet social qui est pensé pour les gens sans enfants. C'est comme si on était dans un genre d'angle mort, là. Okay. Tu sais, mettons là, que je suis une femme sans enfant puis que j'ai pas de conjoint quand je suis rendue à 75 ans. Qui va venir s'occuper de moi si j'ai des besoins spécifiques? Qui va venir parler à ma place? Qui va savoir que tu vas pas bien? C'est ça. Alors, si tu n'as pas de réseau, ben, tu t'exposes à une certaine vulnérabilité. Hein? Donc, c'est vraiment super important de travailler sur son réseau. Quand on est un homme ou une femme sans enfant, qu'on soit par choix ou par circonstance. Ouais. Et moi, pour j'ai l'instant, des amis j'ai sans pas enfants peur. J'ai pas peur, mais si on se reparle dans 20 ans, je ne sais pas dans quelles conditions physiques je vais me retrouver. Fait que, tu sais, il y a quelque chose d'hypothétique dans cette question-là qui peut faire peur. Ça génère de la peur. Penser à vieillir sans enfant, pour beaucoup de femmes, ça génère beaucoup de peur. Parce que c'est de l'inconnu. De là, l'importance d'essayer de planifier le plus de choses possible qu'on peut contrôler. Mais l'aspect santé, c'est comme la wild card dans notre jeu. Je veux dire, on est tous dans le même bateau, tous les humains. Ça n'a rien. On ne sait pas là, ce qui va arriver de nous. Exact. Ouais. Ben, je pense que c'est ça, j'allais dire. Tu sais, j'ai des amis qui ont quelques années de plus que moi, là, puis je sens que quand je dis quelques années, là, c'est 10-15 ans de plus que moi, puis j'ai comme l'impression que je ne suis pas utilisé par ces gens-là, mais par instinct, j'ai comme l'impression qu'on reste amis, puis veut pas, avec le temps, on commence à aider ces gens-là. Tu sais, j'ai une amie, ben, des fois, on y amène des repas, ce genre de choses-là, tu sais. Elle n'a pas d'enfant, puis tu sais, sa famille est toute à l'extérieur du Québec, fait que elle est vraiment toute seule, tu sais. Puis c'est probablement une crainte, mais en même temps, en restant amie avec nous, ben, elle s'assure d'une certaine façon d'avoir des gens autour d'elle qui peuvent l'aider, tu sais. Exactement. Mais je ne sens pas qu'elle le fait de façon, comment je pourrais dire, elle le fait de façon instinctive, j'ai comme l'impression. Tu sais, elle le fait pas je reste amie avec eux autres parce qu'ils vont pouvoir prendre soin de moi. C'est plutôt le contraire. Tu sais. J'ai des amis, puis je vais profiter de mes amis, puis je vais être avec eux autres. Tu sais. Puis par la bande, ben nous autres, on l'aide. Là, tu sais. Ben oui, parce que vous l'aimez, parce que vous êtes touché par sa réalité, probablement. C'est pas. On parle pas d'échange utilitaire, mais vraiment de. Je suis touchée par ce qu'elle vit, par sa réalité, puis ça vient comme tout seul que j'ai envie de lui dire que je suis là pour elle. Ouais. Donc, mais ta question, Christian, était tellement pertinente, là, parce que c'est drôle, parce que je me suis déjà posé la question. J'ai une fille, tu sais. Puis là, je me dis, quand on est rendu vieux, là, elle va faire quoi pour elle? Elle va être seule à s'occuper de nous autres, tu sais. Moi, j'ai un frère et une sœur. Quand on a eu besoin de s'occuper de ma mère, ben, tu sais, on était 3 à s'en occuper, tu sais. C'est ça. Fait que, de se retrouver. La question est vraiment bonne. Je trouve ça intéressant, ce sujet-là. Oui, puis c'est la peur numéro 1 des femmes sans enfants, c'est de vieillir seule.
C'est une très, très, très grande peur. Alors, c'est une question très pertinente, effectivement. Ouais. J'aimerais ça, Catherine Emmanuel, qu'on parle un petit peu juste du côté professionnel. Corrige-moi si je me trompe. Tu as un blog que tu as depuis une dizaine d'années, à peu près. Tu parlais tantôt de groupes de soutien depuis 1 an. Puis là, je pense qu'il va y avoir des nouvelles formes de thérapie qui vont prendre forme dès janvier. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu. Ben, en fait, c'est la continuité de ce que j'ai lancé en janvier dernier. Donc, en fait, il y a un groupe qui démarre le 12 janvier pour les femmes, je les appelle les FSE, les femmes sans enfants au Québec. Ce groupe est complet. Et là, ouais, je suis vraiment... je suis super touchée que ça soit le cas. Je vois que ça répond à un besoin. Puis, donc, la prochaine cohorte, ça va être du 13 avril au 15 juin. Donc, on va ouvrir un deuxième groupe au printemps pour les femmes sans enfants du Québec. Puis, il y a un groupe en Europe qui va démarrer du 11 janvier au 15 mars. Puis, ces groupes-là sont tous offerts en ligne. Donc, oui, c'est ça qui est vraiment le fun. C'est accessible, non? C'est accessible. Puis, donc, tu peux être dans le confort de ton foyer et tu as juste à te brancher, puis tu as accès à un safe space vraiment comme il y en existe peu dans le monde. C'est ça qui est vraiment... tripant. Ça va se vivre comment? Les séances, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie? Les séances durent, chaque rencontre dure 2 heures. 2 heures? Et pour chaque rencontre, il y a une thématique différente où on explore tout ce que ça fait vivre d'être une femme sans enfant en deuil de la maternité. Donc, on arrive, on pose la thématique, on permet aux femmes d'échanger entre elles. Et puis, on clôture en annonçant le thème pour la séance suivante. Puis, on est là, je vais animer avec Stéphanie la prise de vivre à coup de cœur. J'ai vraiment hâte de travailler avec Stéphanie. Puis, on va être les deux là pour animer le groupe. 2 femmes sans enfants par circonstance. Puis, pour accueillir le vécu des femmes, normaliser, les soutenir, puis leur permettre enfin d'échanger entre elles, entre FSE. Ça, ça n'a pas de prix. C'est riche, c'est ça? Ah oui, dis-moi, est-ce que après ça, ça peut se transformer en des séances individuelles si elles en ressentent le besoin? Oui, puis la suite, en fait, on a vécu le premier atelier au début de l'hiver, mais la suite, c'est qu'on fait un atelier rituel où on accompagne les femmes dans l'écriture d'une lettre d'adieu à l'enfant qu'elles n'ont jamais eu. Et oui, et on partage ces lettres-là ensemble et après, on les brûle dans un rituel là, par le feu. Donc, ça, c'est la nouvelle création là, qui vient après le groupe de 10 semaines. C'est comme, je dirais, le point final au processus d'accompagnement de groupe. Puis sinon, ben moi, je continue à accompagner là, des femmes sans enfants par circonstance dans la francophonie. Donc, tant au Québec qu'en Europe, j'accompagne les femmes sans enfants pour les aider à avoir accès au reste de leur vie plus rapidement que moi. Moi, ça a été tellement long, mon deuil. Là. Moi, j'ai créé ce que j'ai créé en me disant, moi, je veux que les femmes souffrent moins que moi, j'ai souffert.
C'était ça. Ok. Là. Je partais de là. Mon leitmotiv, La motivation. c'était ça. Oui, c'était moi, là. Il n'est pas question qu'il y ait une autre femme qui souffre aussi longtemps que moi, là. Puis, watch me, parce que je suis une femme déterminée. Puis, je vais tout faire pour aider ces femmes-là à vivre une belle vie. Ah oui. Parce qu'on en a juste une. Ah. Ouais. Merci beaucoup. On a écoulé notre temps. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Merci pour ta générosité. Je ne sais pas si tu veux faire une petite clôture de tout ça, Josée. Oui, ben en fait, je trouve ça vraiment, encore une fois, je me répète, très inspirant ce que tu fais. Puis, j'ai un petit cadeau à t'offrir. En fait, oui, c'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle M pour aimer. C'est 365 pensées pour le mieux-être, pour que les femmes s'assument plus et s'aiment plus. Et j'ai choisi une phrase pour toi. Mais une phrase, un petit texte pour toi. C'est « Aime donner ». Que ce soit de ton temps ou de l'écoute, le don de soi est merveilleux. Car c'est un cadeau inestimable qu'on fait aux autres. Et puis ça me fait penser à toi beaucoup. Ah, mon Dieu, Josie, ça me touche vraiment. Ouais, ça me touche vraiment beaucoup. Merci. Merci à vous trois pour votre curiosité et votre ouverture d'esprit, pour le temps que vous avez pris à essayer de comprendre c'est quoi être une femme sans enfant par circonstance. Merci. Ben, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil de ta part, très généreux. Merci pour ton ouverture. Ouais. Merci. Alors, merci et on souhaite bonne chance pour les prochains groupes pour l'année à venir. Merci. Bye bye. Ciao. Alors, de notre côté, ça a été encore une fois une belle rencontre. Oui, absolument. Je veux remercier nos auditeurs et je veux leur rappeler que le podcast, les épisodes antérieurs sont disponibles sur YouTube, sur Facebook, sur Spotify ainsi que sur Balado Québec. Alors, les gens peuvent aller les visionner ou les revisionner là. Puis cet épisode-ci sera en ligne dès le 28 décembre prochain. Donc là-dessus, je vous salue. Josée, je te laisse le mot de la fin. Humaniste, ça se termine comme ça.